mesdames et messieurs, vous savez très bien, nous sommes au mois de la femme. La femme à l'honneur, la femme en politique. Que peut apporter la femme en politique? Devrait-elle toujours être considérée comme les femmes qu'on devrait laisser de côté? La femme a quel impact essentiellement en politique? Pourquoi la femme n'émerge pas en politique et même dans bien de domaines? On voit plus l'homme. Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Est-elle pour autant incompétente? Qu'est-ce qui recule souvent la femme? Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. On parlera aussi des questions d'actualité, mais on sera plus sous la femme. On va parler également un tout petit peu de la Constitution, c'est le débat. On parlera un peu aussi du dialogue, la question du dialogue, des sanctions des États contre le Rwanda. Et enfin, quelques mots sur la ville-province de Kinshasa. Comment se porte-t-elle? Maître Magali Dossi, présidente nationale intérimaire de la DCUG, Dynamique Congo Unie. Comment allez-vous, maître? Je vais bien, messieurs, dames. Je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Je salue les personnes qui vont suivre cette émission. Merci beaucoup, maître. Comment se fait-il que vous vous retrouvez à la tête du parti? Le président est empêché? Qu'est-ce qui s'est passé? Le président, l'autorité morale. Bon, le président a pris, je peux dire, un congé sabbatique, si je peux l'appeler comme ça. Il s'est un peu retiré de la politique. Et pour les raisons qui lui sont propres, il a décidé de me faire confiance en me confiant l'intérim de la présidence nationale du parti. Et cela depuis près de 2 ans maintenant. Ça se passe comment? Une femme à la tête d'un parti politique comme celui-là, ça se passe comment? Les défis en interne, les combats peut-être aussi avec les hommes, est-ce qu'ils vous acceptent? Bon, nous, dans mon parti, c'est quand même, on a quand même une certaine particularité. La particularité, c'est que vraiment dans mon parti, la femme a déjà une place de choix. Déjà du fait que l'initiateur, le camarade Vide Chimanga, a toujours récompensé la méritocratie. Dans mon parti, il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. Nous sommes égaux et nous nous battons pour que le parti puisse aussi jouer un rôle dans le changement de ce pays. C'est ainsi que c'est facile de monter et de gravir les échelons lorsque on est compétente, lorsque on se bat pour que le parti puisse rayonner. Parce que lorsqu'on est dans un parti, on se bat pour que le parti puisse rayonner et aussi pour que le parti puisse être bien positionné, que ce soit pendant les élections, que ce soit au niveau de nomination. Et je pense que je ne suis vraiment pas très bien placée pour dire pourquoi son choix est tombé sur ma personne. Mais moi, au sein du parti, j'ai gravi les échelons. J'ai commencé au plus bas. J'ai commencé à la Fédération de la Lukunga à l'époque en tant que vice-présidente de la Fédération de la Lukunga. Après, je suis devenue vice-présidente de la Ligue des femmes. Ensuite, je suis devenue présidente de la Ligue des femmes. À un moment donné, j'ai fait l'intérim du secrétaire général et aujourd'hui, je fais l'intérim du président national. Je pense que je n'ai pas été du jour au lendemain bombardée et mis à la tête d'un parti politique. Alors, ça fait quoi? Ça vous fait quoi d'être président d'un parti politique? C'est beaucoup de responsabilités, mais moi, j'aime les challenges, j'aime les défis. Et donc, je suis à l'aise dans ma peau, dans ma casquette de présidente nationale à l'intérimaire de mon parti politique. Et donc, pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je porte cette casquette. Mais ça me fait plaisir de pouvoir être aussi aujourd'hui un modèle pour plusieurs femmes. Plusieurs femmes qui voient une femme qui a commencé au plus bas, qui a gravi les échelons jusqu'à devenir présidente d'un parti politique. Présidente sans se compromettre. Franchement. Surtout cela, parce qu'il y a beaucoup de compromissions aujourd'hui. Et moi, je suis parmi celles qui se battent pour que les femmes puissent mettre de l'avant leurs compétences en lieu et place de leur charme et de leur... voilà. C'est pas facile d'être en face d'une femme aussi charmante et aussi intelligente et ne pas la laisser occuper des responsabilités. Je pense que ce qui doit primer, ce n'est pas d'abord la beauté de la femme, parce que souvent on utilise la beauté de la femme vraiment pour faire genre comme un décor, mais ce dont ce pays a besoin, c'est la compétence. Et les femmes sont compétentes. Et aujourd'hui, nous voyons que le leadership féminin est en train de montrer ses preuves jour après jour.
Et donc, il est temps vraiment que les hommes puissent voir en la femme un partenaire, une partenaire plutôt. Qu'on ne voie pas, que les hommes ne voient pas en la femme une sorte d'adversaire. Et c'est un processus parce qu'il faut travailler sur la mentalité, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas encore accepté ou compris cette donne-là que le pays, pour que le pays puisse se construire, puisse se développer, il faut composer avec la femme. Parce que dit-on, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Dame, oui. Et aujourd'hui, les femmes montrent qu'elles peuvent construire le pays, contrairement à un adage, un vieux adage qui dit « Moi, si à ton akambokate ». Aujourd'hui, on est en train de voir qu'effectivement, quand on donne la chance à la femme, quand on donne à la femme l'opportunité de matérialiser ses compétences, de montrer ses compétences, elle le fait de la belle manière et de la bonne manière. Merci bien. La Constitution vous accorde une certaine place. Tout à fait. Alors aujourd'hui, dans la politique qui est menée aujourd'hui par l'exécutif, notamment la présidence ou le gouvernement, est-ce que la femme est-elle valorisée ou il y a encore des paliers à franchir? Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. Hein, vraiment, depuis sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la femme est en train d'être valorisée. Si vous voyez, aujourd'hui, on a Madame Judith Soumina qui est première ministre. La toute première ministre. Vous voyez qu'il y a des gouverneurs. Il y a la gouverneure du Lualaba qui est en train de faire du bon travail. Et nous voyons que les femmes sont en train de s'affirmer de plus en plus. Mais le problème, souvent, si on va dans le domaine politique, vient au niveau des partis politiques. Souvent, vous allez voir dans les partis politiques, il y a beaucoup plus de femmes, mais il y a peu de femmes cadres. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a certaines femmes qui ont peur d'oser, qui ont peur de s'affirmer, par peur de stéréotypes, par peur de préjugés. Certaines femmes préfèrent garder le silence, préfèrent ne pas se briser certaines barrières qui existent encore aujourd'hui. Mais je pense que le gouvernement actuel et même le président ensemble sont en train de faire un beau travail qu'il faut quand même applaudir pour la valorisation et la promotion de la femme. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au gouvernement, il y a encore un taux faible de participation des femmes. Et même quand vous regardez à Kinshasa, au gouvernement de Kinshasa, il n'y a aucune femme. C'est un gouvernement de 2 hommes, il n'y a que des hommes. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a des femmes compétentes. Pourquoi ne pas créer cet équilibre qu'un peu partout, puisque la Constitution impose la parité. Tout à fait. Et il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, qui sont capables d'assumer des hautes fonctions. Je venais de citer la Première ministre qui aujourd'hui assure des hautes fonctions, qui gère les hommes. Est-ce que ce n'est pas le fait que la femme naturellement a une certaine faiblesse ou il y a une discrimination planifiée contre la femme ou c'est elle-même qui se sent incapable? Je pense qu'il y a un peu de tout, mais je ne dirais pas que la femme se sent faible. La femme, elle est, pour certaines, sont un peu ignorantes de leurs droits. Pour d'autres, les préjugés de la société, les stéréotypes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand je parle souvent avec surtout les hommes et même certaines femmes, je leur dis que je suis en politique. Ah, qu'est-ce que tu fais en politique? Les femmes politiciennes, Il y a tout un tas de préjugés autour de femmes politiciennes et ça bloque certaines personnes, certaines femmes à pouvoir se lancer. Mais il y a aussi la discrimination. Il y a beaucoup de discrimination. Contre la femme? Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discrimination sur plusieurs formes contre la femme. La femme est souvent qualifiée, est souvent utilisée, vraiment comme je venais de le dire, comme décoration, pour faire genre, surtout même en politique. On se dit, ah mais le chef de l'État encourage beaucoup la femme, veut la promotion de la femme pour que notre association ou notre démarche marche, il faut qu'il y ait certaines femmes. Et on prend certaines femmes juste pour cela, non pas pour se dire que la femme est aussi une partenaire qu'on doit associer, parce que la femme voit les choses des fois différemment. Vous voyez, la femme, elle gère avec sa tête, mais aussi avec son cœur. La femme a un 6e sens très développé, vous voyez, mais beaucoup d'hommes veulent écraser la femme, ou si la femme doit émerger, c'est sous certaines conditions qui ne valorisent pas la femme. Aujourd'hui, nous parlons de promotion canapé. Souvent, les hommes profitent
de leur position pour exploiter la femme, afin de donner à la femme ce qui lui est dû, ce qui lui revient, ce qu'elle devait normalement avoir de par ses compétences. Mais vous allez voir certains hommes, des hommes qui sont des hommes faibles, qui préfèrent monnayer, qui préfèrent exploiter la femme parce qu'elle est peut-être faible, afin que la femme puisse peut-être être promue à une certaine position. Maître Magali Dossi, alors, voyez-vous un jour une femme être à la tête du pays? Oui, je le crois. Je le crois parce que c'est vrai que dans l'entendement de beaucoup de Congolais, surtout de beaucoup d'hommes ne sont pas encore prêts à voir une femme diriger ce pays. Mais je dirais qu'il y a plusieurs années, beaucoup d'hommes n'étaient pas aussi prêts à voir une femme être chef du gouvernement. Aujourd'hui, on a une femme qui fait un bon travail. Et pourquoi pas demain, on peut avoir une femme chef de l'État? Moi, j'y crois profondément. Je crois qu'un jour, nous y arriverons. Il est possible d'avoir une femme chef d'État. Est-ce que déjà, la femme, déjà ceux qu'on a connus sont des hommes depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir une chef d'État femme et voir une gestion un peu plus orthodoxe? Parce que pour la plupart, les gens se plaignent de la gestion. Est-ce que la femme peut-elle être cet élément qui apporte la différence? Tout à fait. Je suis totalement... C'est lié justement au genre ou à la compétence? C'est lié à la compétence ou au genre. On ne peut pas faire abstraction au genre parce que la femme fait les choses autrement. Je vais peut-être donner un exemple que certains pourraient qualifier de terre à terre. Lorsqu'un homme accède à un certain niveau de pouvoir, généralement chez nous, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que l'homme voudra directement avoir plusieurs femmes. Oui, il loge des femmes par-ci par-là. Il loge des femmes partout. Qui dit plusieurs femmes, ça veut dire que vous avez plusieurs maisons à nourrir. Et derrière ces maisons, il y a aussi la famille de ces femmes. Oui. Ce qui fait que généralement, vous entendrez parler de détournement, de vol des hommes parce qu'ils doivent assurer et assumer les responsabilités qu'ils arrivent à prendre à cause de peut-être une promotion de la société. Ce qui n'est pas le cas de la femme. La femme, d'abord, elle a honte qu'en diront-on? Qu'est-ce que ma famille dira? Qu'est-ce que mes enfants penseront de moi si aujourd'hui je suis qualifiée de voleuse? Si on me traite d'une personne qui a détourné? Tout ça fait que la femme gère différemment. Et puis la femme, en RDC, elle prouve constamment qu'elle a une position, elle occupe une position de par ses compétences. Donc, elle travaille doublement, elle travaille durement pour pouvoir prouver qu'elle mérite le poste qu'elle a, qu'elle n'a pas eu ce poste par favoritisme, par népotisme ou par autre chose, mais elle a eu ce poste et elle se maintient à ce poste à cause de ses compétences. Et je pense que nous avons pu le voir que là où la femme gère, même s'il y a quand même certaines femmes qui n'ont pas beaucoup d'éthique et de sens moral, même quand elles font des dégâts, les dégâts ne sont pas pareils que les dégâts que font les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'il faudrait vraiment, pour notre pays, il faudrait qu'on puisse vraiment promouvoir le plus de femmes possible. Moi, je suis même d'avis qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans Du point de vue le législatif, gouvernement. pensez-vous qu'il y a des lois renforcées pour permettre à la femme d'éclore ou d'émerger? Est-ce qu'il y a des propositions à faire du point de vue de la loi pour que les femmes se sentent beaucoup plus responsabilisées? Moi, je pense que dans un temps, il faudrait peut-être mettre des lois d'accompagnement de l'article 14. Pour le moment, la femme est encore, surtout sur le point économique, la femme est encore faible économiquement. Vous allez voir que même malgré l'innovation qu'il y a eu au niveau du code électoral, où on a eu à dire qu'une liste qui comportait 50% de femmes ne payerait pas la caution, mais les partis ont peiné d'atteindre les 50% des femmes. Pourquoi? Parce que la majorité de femmes sont faibles économiquement. Les élections ici au Congo, c'est une question d'argent. Oui. Pour battre les élections, il faut avoir de l'argent, il faut avoir la logistique. Tout tourne autour de l'argent. Et malheureusement, la majorité, quand vous voyez la population, ce sont les femmes qui sont les plus pauvres. D'abord, dans notre pays, les femmes sont majoritaires et malheureusement, les femmes sont les plus pauvres. C'est comme ça que beaucoup de femmes évitent parce qu'elles sont peut-être réalistes, elles se disent « non, je vais aller m'embarquer dans une aventure, je n'ai pas les moyens pour arriver jusqu'à bon port ».
vaut mieux que je puisse m'abstenir. Et donc, il faudrait qu'il y ait des mesures un peu d'accompagnement de cette loi pour peut-être favoriser les femmes à l'accès au crédit, dans différentes structures des crédits, à un pourcentage faible, accompagner les femmes à travers les formations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du ministère de genre, famille, enfants, pour pouvoir accompagner la femme à devenir autonome. Parce que tout repose surtout sur l'autonomie financière. D'accord. Un petit mot sur le mariage. Le mariage est une obligation pour la femme? Le mariage est un choix. Le mariage n'est pas une obligation. Aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape-là où, peut-être dans le temps, au village, où on imposait à la femme, des fois même des conjoints. Des fois, il y avait des filles mineures qui étaient données en mariage, des fois à des personnes très, très âgées. Le mariage est une question de choix. Le mariage n'est pas une obligation. Autant on ne peut pas obliger une femme à se marier, un homme à se marier, autant on ne peut pas obliger une femme à se marier. Socialement parlant, la perception des femmes qui ne sont pas peut-être mariées, du point de vue social, pose un peu parfois problème. Malheureusement, parce que je pense que nous avons encore un problème au niveau des mentalités. Il faut qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, la femme est utile, mariée ou pas mariée. Le pays, c'est vrai, le pays a besoin qu'il y ait une multiplication, parce que le foyer aussi est un socle même, le fondement de la nation, la cellule de base, comme on appelle cela. Mais une femme, même quand elle n'est pas mariée, elle reste, si elle est compétente, elle reste compétente. Le mariage ne vient pas rajouter la compétence. D'autres disent même que lorsque vous regardez au niveau scolaire, au niveau académique, la femme est souvent, la jeune fille est souvent plus intelligente, plus studieuse. Généralement. Mais après, lorsqu'elle se marie, il y a un bouleversement, parce qu'il y a des nouvelles responsabilités, il y a des nouvelles charges qui font que généralement, certaines femmes baissent en termes de rendement. Oui. Je ne dis pas que le mariage est quelque chose de mauvais, mais je dis et j'insiste que le mariage, ce n'est pas ce qui définit la femme. La femme reste, elle est définie déjà par son genre et par ses compétences. D'accord. Maître Magali Dossi, un petit mot, avant de clore ce chapitre, un petit mot au chef de l'État sur la femme. Il vous écoute. Que lui donneriez-vous comme conseil, lui qui est le commandant suprême? Si vous étiez en face de lui, vous lui direz quoi pour l'intérêt de la femme? D'abord, je commencerai par le féliciter pour son rôle dans la promotion des femmes à différents postes décisionnels. Oui. Et je veux encore lui demander de continuer à faire confiance aux femmes, d'imposer cela comme une exigence aux partis politiques lorsque le temps de nomination arrive, que les partis politiques puissent privilégier les candidatures des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes compétentes dans les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, nous pouvons vite dire et comprendre que la femme a fait ses preuves. Là où la femme a géré, le rendement est totalement différent et meilleur que là où l'homme a géré. Merci beaucoup, Maître Magali Dossi. Parlons un peu de votre parti maintenant, la Dynamique Congo Uni, DCU. Vous êtes rare. Vous êtes rare quand on nomme, quand il y a un gouvernement. La DCU, c'est un parti qui a longtemps milité aux côtés de l'UDPS et même du côté des animateurs des institutions actuelles. Elle a toujours été là, toujours accompagner le chef de l'État. Ouais. Pourquoi vous êtes absent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un malaise au sein de l'Union sacrée? C'est la grande question que nous nous posons également à l'Union sacrée, plutôt à la DCU. Effectivement, la DCU a toujours été aux côtés du chef de l'État, que ce soit depuis que nous étions à l'opposition oui. jusqu'à l'accession au pouvoir. Et encore aujourd'hui, malgré que on peut dire que nous sommes quand même les grands oubliés de ce régime. Je le dis... Pas des frustrés. Mais il y a une frustration aussi, il faut se le dire. On ne peut pas dire qu'on est les grands oubliés sans avoir une frustration. Nous sommes frustrés parce que ça va faire des années que nous sommes là aux côtés du chef de l'État. Nous avons vu des gens venir, arriver, s'allier au chef de l'État après nous. Et ces gens aujourd'hui, ils sont au gouvernement, il y a des mandataires publics, ils sont un peu partout. Mais la DCU, ordonnance après ordonnance, la DCU est toujours celui qui est absent. Nous sommes toujours absents.
Alors nous nous posons la même question que vous venez de me poser. Pourquoi la DCU est-elle oubliée? À notre niveau, nous ne nous reprochons de rien. Nous sommes toujours là, malgré notre frustration. Nous sommes toujours là en train d'encourager et de soutenir le chef de l'État. Mais on ne vient pas en politique soutenir un chef de l'État ou un pouvoir en place sans avoir des retombées, sans avoir un retour. Parce qu'au sein de la DCU, nous régorgeons des compétences qui veulent aussi pouvoir contribuer dans cette gestion de la République. Oui. Pouvoir aussi être parmi ceux qui viendront poser leurs pieds. Est-ce que ce n'est pas à cause de cet incident qu'on avait vu de votre président autorité morale, Didier Chimanga, sur notamment les prétendues commissions avec les investisseurs? Ce n'est pas ça qui a refroidi le chef de l'État? Je ne dirais pas que ce soit ça, parce que nous avons la justice qui a fait son travail, qui l'a lavé. Et aujourd'hui, la DCU, ce n'est pas Didier Chimanga. Mais c'est quand même lui, c'est le visionnaire. Il est initiateur, certes, mais la DCU a accompagné le président et la DCU continue d'accompagner le président. Aujourd'hui, Didier Chimanga n'a plus un poste actif à la DCU, ne fait plus de la politique active. Pour le moment, vous allez le voir, il est dans tout ce qui est sport, dans tout ce qui est football, il n'est plus en politique. Si et seulement si c'était cela, je ne pense pas que ce soit cela, parce que je pense que le chef de l'État sait que lorsqu'une personne a été accusée et a été blanchie par la justice, elle est totalement blanchie. C'est-à-dire que toutes les charges qui pesaient contre cette personne sont tombées. On ne peut pas continuer à faire payer cette personne qui avait été arrêtée injustement, qui a été lavée, relaxée. On ne peut pas faire payer cette personne et au-delà de cette personne son parti politique. Parce qu'ici, moi, je parle au nom de la DCU. Je ne viens pas parler pour Didier Chimanga, mais je parle pour la DCU qui est un parti qui continue de vivre et qui continue de soutenir le chef. Est-ce que vous n'avez rien à vous reprocher, vous, au sein du parti? Nous n'avons rien à nous reprocher parce que nous avons été un parti qui a toujours été aux côtés du chef de l'État, qui a toujours soutenu et défendu ce régime. Nous n'avons rien à nous reprocher. Si le régime en place a quelque chose à nous reprocher, je pense que le régime l'aurait déjà dit. Si le président de la République avait quelque chose à nous reprocher, je pense qu'il l'aurait fait. Si l'Union sacrée, parce que nous sommes dans l'Union sacrée, si l'Union sacrée avait quelque chose à nous reprocher, on ne serait pas membre de l'Union sacrée. Vous n'êtes pas au présidium non plus? Nous ne sommes pas au présidium. Nous sommes nulle part. Nulle part? Nous ne sommes nulle part. Aujourd'hui, la DCU, et on peut même comparer la DCU à un parti de l'opposition, bien qu'elle n'est pas dans l'opposition. Donc, parce que nous n'avons, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ordonnance après ordonnance, la DCU n'a rien. Vous n'êtes nulle part. Aucun député, aucun sénateur, même provincial. On a 2 députés provinciaux au Katanga. On a un conseiller communal à la commune de Kinshasa, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons. Alors que nous avons lutté aux côtés du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État était à l'opposition, le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême. Nous avons été là, nous sommes toujours là, et nos drapeaux sont partout, là où le chef de l'État va. Et nous avons battu campagne pour le chef de l'État, nous avons battu campagne sérieusement pour le chef de l'État. Moi-même, plusieurs fois, vous m'avez reçu à l'époque dans vos émissions, j'ai défendu ce pouvoir bec-et-ongle. Et aujourd'hui encore, il y a certains membres de mon parti qui continuent à défendre le pouvoir bec-et-ongle, malgré nos frustrations, mais nous croyons au chef de l'État. Vous savez, nous nous disons que nous sommes comme dans une famille où vous dites papa a peut-être privilégié d'autres femmes qu'il a eu à prendre, hein, au grand détriment de la première femme qui avait toujours été là, qui avait cru en vous lorsque vous n'avez rien, et du jour au lendemain, papa a été promu, plusieurs femmes, même ceux qui n'osaient même pas le regarder, le trouvent attrayant. Et papa déverse tout son amour, toute son attention sur les autres femmes. Oui. Nous oublions, mais on se dit que nous connaissons notre papa a quand même du bon sens. Il va revenir à la raison. Et il va repenser à mais on voit quand même, de sa jeunesse. On voit quand même l'Union sacrée constituée de
en partie aussi des kabylistes. Ceux que le chef de l'État a combattus hier, beaucoup sont autour de lui, d'autres même au sein du gouvernement. C'est eux aujourd'hui qui sont devenus des porte-voix de l'Union sacrée de la nation. Oui. Est-ce une erreur politique? Bon, je ne dirais pas que c'est une erreur politique parce que on est en politique. Le chef de l'État a fait ses discours pour lancer l'Union sacrée et appeler tous les Congolais de tous bords de venir rejoindre sa vision, soutenir sa vision pour le relèvement de la RDC. Dès lors que vous avez ouvert la porte, vous ne pouvez plus vous dire que tel est kabyliste, tel est ceci. Vous avez ouvert la porte pour les Congolais et Congolaises. Ceux qui sentent qu'ils peuvent aussi aider. Mais quand de là occuper les premiers postes de responsabilité, ça inquiète, non? Bon, je pense qu'il y a d'abord une question de poids politique au niveau du Parlement, mais il y a aussi une question du choix du premier citoyen du pays, du président de la République. Je ne veux pas trop entrer dans ce genre de débat. Moi, j'aimerais plaider pour la DCU. Parce que, après tout, la DCU ne s'est pas compromise. La DCU ne connaît que l'amour de sa jeunesse, si je peux le dire, qui est le pouvoir en place. C'est le seul amour que la DCU a connu. Vous n'avez pas des membres qui sont un peu de l'autre côté, M23, tout ça? Personne? Non. Malgré notre frustration. Il n'y a pas de soupçon des gens? Jamais. Nous, à la DCU, nous sommes des patriotes. Nous ne pouvons jamais trahir la RDC. Nous ne pouvons jamais avoir le sang de nos frères sur nos mains. Nous ne pouvons jamais faire cela. Peu importe notre frustration. On pouvait aller peut-être à l'opposition par frustration, mais quelle opposition? Parce que nous croyons et nous voyons les œuvres, les actions concrètes du président de la République. Nous ne pouvons pas lui tourner le dos. Et nous sommes convaincus, comme je vous l'ai dit, que tôt ou tard, il reviendra au bon sentiment. Selon vous, c'est quoi la plus grande faiblesse du pouvoir en place? La plus grande faiblesse. Je pense que c'est, si je peux parler de la plus grande faiblesse, c'est une question un peu compliquée pour moi parce que... il n'y a pas de faiblesse? Il y en a, non? C'est peut-être pour certaines situations, on ne voit pas des sanctions. Voilà. Des sanctions. L'absence de certaines sanctions quant à la gestion de certaines personnes, de certaines autorités qui sont manifestement des gestions défaillantes. Et souvent, même s'il y a des sanctions, souvent les sanctions prennent du temps. Mais en tant que présidente d'un parti politique, en tant qu'une personne qui a eu à gérer aussi plusieurs fois dans certaines entreprises avant de devenir avocate, je connais aussi la faiblesse des Congolais. Ce n'est pas évident. Des fois, vous dites, ok, vous sanctionnez, vous enlevez une personne qui n'a pas su bien gérer, vous mettez une personne qui gère pire, qui fait pire que le précédent. Ce n'est pas évident. Et surtout que souvent, les noms de ceux qui doivent être nommés viennent des partis politiques. Vous voyez, qui sont des alliés du chef de l'État. Et donc, chacun, selon son poids politique, emmène des propositions. Et souvent, ces propositions, ces personnes sont défaillantes, ne sont pas compétentes. Vous êtes prêt à accompagner le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat? Oui. Pourquoi nous allons le laisser... Même s'il n'y a pas de nomination? Nous espérons qu'il y aura une nomination. Et s'il n'y en a pas? Si on n'a pas, nous allons continuer parce que notre lutte, ce n'est pas une lutte pour soutenir un individu. Nous soutenons une vision. La vision de faire de la RDC un pays émergent, un pays prospère, un pays qui va se relever dans toute sa splendeur et dans tous les domaines. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative en dehors du chef de l'État. Nous avons combattu auprès de lui, nous partageons les mêmes idéaux pour la RDC. Nous croyons, moi sincèrement, je crois fermement que la DCU ne sera pas laissée éternellement dans les oubliettes. Non, je refuse de le croire. En tout cas, je me refuse de croire que le président va oublier la DCU et
n'ait pas pensé à la DCU, ne serait-ce que lors des prochaines nominations qui auront lieu. Je refuse de croire que Vraiment. nous allons vivre le contraire. Vraiment, nous croisons les doigts pour la DCU, parti qui a longtemps milité aux côtés du pouvoir en place, des autorités. Mais vous observez bien aussi la gestion du pays. Commençons par la capitale. Comment trouvez-vous la gestion de la capitale? Alors, la gestion de la capitale, il y a tellement à dire. On rappelle que M. Vidier était aussi pressenti candidat. Hein? Oui, il était candidat malheureux. Mais aujourd'hui, la gestion actuelle ne fait que montrer ses failles, malheureusement. Que ses failles? Oui, mais puisqu'il n'y a pas de changement, malgré les dénonciations. Moi, j'ai fait beaucoup de tribunes sur la situation actuelle de Kinshasa. Même un aveugle sait voir que Kinshasa a des gros problèmes, de gros défis. Il ne se passe plus un jour sans que nous apprenions qu'il y a eu enlèvement, qu'il y a eu braquage, qu'il y a eu, je ne sais pas, assassinat. Ça devient quelque chose comme si c'était normal. L'insécurité ne fait que augmenter, ne fait que s'aggraver jour après jour. L'insalubrité, n'en parlons pas. Les embouteillages commencent à reprendre parce que il y a quelques semaines, il n'y avait plus d'embouteillages à cause du contrôle que le premier citoyen de la ville avait eu à lancer. Mais moi, je l'ai décrié, j'ai dit, mais c'est un effet momentané. Dès que la majorité des véhicules vont se mettre à l'ordre, les embouteillages vont reprendre. Et aujourd'hui, les embouteillages commencent déjà à reprendre. Lorsqu'il pleut, nous voyons les inondations. Mais ça, c'est l'UDPS. L'UDPS qui est à la tête du pays. Oui. L'UDPS qui était à la tête de la ville de Kinshasa. Oui. C'est l'échec de l'UDPS. Moi, je dirais plutôt, vous allez peut-être m'excuser de le dire, c'est l'échec de la population. Comment ça? Pourquoi? Parce que la population, c'est elle qui a élu les députés provinciaux. Ce sont les députés provinciaux qui ont élu le gouverneur actuel. Et ce sont les mêmes députés provinciaux qui ont reçu le mandat de la population qui croisent les bras, qui n'interpellent pas le gouverneur, qui ne sanctionnent pas le gouverneur. Bien que c'est vrai, en amont, vous direz que le ministre de l'Intérieur a pris une mesure pour arrêter cette succession de motions de défiance qu'il y a eu à une époque contre le gouverneur. Mais interpeller le gouverneur pour la gestion, je peux dire calamiteuse, chaotique de Kinshasa, ils ne le font pas. C'est parce que notre population a eu à élire des représentants provinciaux pour des mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que M. Dan est venu, il m'a donné un pagne, il m'a donné un bassin, il a promis monts et merveilles qui ne relèvent même pas de sa compétence. Et on s'est décidé de faire confiance à M. Dan et de les lire parce que M. Dan m'a donné 5 000 francs, 10 000 francs. Et aujourd'hui, nous vivons une situation déplorable. À Kinshasa, Kinshasa est en train de mourir à petit feu et sa population avec elle. Et que font les députés provinciaux? Que font-ils? Il y a encore, aujourd'hui, il existe encore une dynamique Bumba, comme il existait à l'époque, dynamique Ngobila, qui servait à protéger le gouverneur, au détriment de la population, et même d'eux, ces députés, parce que ces députés sont des Kinois et Kinoises, ils vivent à Kinshasa. Et donc, ils vivent les effets de la vie de Kinshasa, que ce soit en termes d'insalubrité, que ce soit en termes d'embouteillage, que ce soit en termes d'insécurité. Nul n'est à l'abri. Même le chef de l'État se plaint. Il peut se limiter qu'à se plaindre, il ne peut pas agir. Mais le chef de l'État, le pays est régi par des lois et par des textes. Mais c'est la même famille politique. Le chef de l'État ne peut pas, c'est sa famille politique, oui, mais nous devons jouer le jeu de la politique. Qui doit sanctionner le gouverneur? Le chef de l'État a eu à les dire. Mais est-ce que c'est au chef de l'État de venir sanctionner le gouverneur? Il n'a pas cette compétence de sanctionner. Mais quand les étrangers, les autres présidents viennent ici à Kinshasa, c'est lui qui les reçoit, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Oui. C'est lui qui est le premier gêné de voir ce qui se passe. L'insalubrité, le désordre, tout ce qu'il y a, c'est lui qui voit ça le premier. C'est lui quelque part dans la mentalité des Congolais, les gens se disent, c'est Tshisekedi quelque part qui est en train d'échouer à travers Bumba. Bien sûr.
C'est même ça le danger. C'est même pour ça qu'on doit interpeller même le président de la République, parce que le gouverneur actuel ne l'aide pas. Parce que les Congolais, ils voient qu'ils ont élu un président national par suffrage direct, ils ont élu par suffrage indirect un gouverneur à travers les députés provinciaux. Mais ce gouverneur vient de sa famille politique, il vient de son parti politique. L'UDPS qui a eu 37 ans, l'UDPS qui nous promettait la démocratie, la vie, le travail pour les jeunes qui sont au chômage. Mais aujourd'hui, l'UDPS est en train d'échouer. Ça étonne quand même. Je ne dirais pas que l'UDPS est en train d'échouer. C'est vrai que nous parlons du cas de Kinshasa, mais il y a d'autres membres de l'UDPS qui occupent d'autres fonctions qui font un excellent travail. Mais pour parler de Kinshasa, on ne peut pas dire le contraire. Que ce soit nous qui sommes de la majorité présidentielle, que ce soit ceux qui sont à l'opposition, que ce soit la société civile, nous sommes unanimes pour dire que Kinshasa ne va pas bien. Rien ne va plus à Kinshasa. Et il faut que quelque chose soit fait. Et le plus rapidement possible. Nous espérons qu'aujourd'hui, avec cette campagne de contrôle où les Congolais, les Kinoises et Kinoises ont eu à payer différentes taxes, différents impôts, que la ville, aujourd'hui, a de l'argent, suffisamment des moyens pour pouvoir concrétiser, matérialiser sa vision de Kinshasa et Zobonga. Nous lui donnons quand même ce bénéfice de doute. Passé un temps, je pense que déjà la majorité de Congolais ont déjà commencé à payer. On devrait quand même commencer à voir certains signes. Jusque-là, nous ne voyons aucun signe. Aucun signe. Nous ne voyons que les 2500 ou les 5000 agents qui ont été déployés sur terrain pour le contrôle des documents. Mais nous aimerions aussi voir autant de personnes, autant de policiers, autant de militaires déployés sur terrain pour fluidifier la circulation. Ça serait une bonne chose aussi. Ça serait une bonne chose aussi. Vous comparerez Bumba à Ngobila, Bumba à Kimbuta, ou un peu plus ce qui était avant? Vous le comparerez, vous le verrez comme le plus mauvais? Moi, je pense que Kinshasa n'a pas de chance. Pourquoi? Depuis plusieurs mandats, parce que ce que Bumba est en train de vivre aujourd'hui, c'est aussi... je pense, la gestion, c'est aussi la somme des gestions de gouverneurs passés. Parce que vous vous rappelez déjà à l'époque de Kimbuta, il y avait des phénomènes poubelles, la ville commençait à sentir mauvais. Sous Ngobila, je l'ai décrit plusieurs fois, la ville commençait déjà à devenir sale. Les routes étaient délabrées, l'insécurité avait déjà été vraiment bien prononcée, bien avancée. Mais sous Bumba, malheureusement, même si je viens de décrire que c'est une somme de tout ça, tout cela, ça s'est encore intensifié. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs chantiers à Kinshasa, mais des chantiers qui s'éternisent. Des chantiers qui durent des mois et des mois et des mois, des routes qui sont fermées durant des mois. Et ça ne simplifie pas la circulation routière. C'est aussi une des causes des embouteillages et des bouchons que nous connaissons. Alors, dénoncer, c'est bien. La salubrité a atteint vraiment le summum sous Bumba. La ville est plus sale que jamais. Plus sale, les phénomènes. C'est vrai que, comme je viens de le dire, déjà sous Ngobila, les choses s'étaient vraiment empirées déjà sous Ngobila. Mais là, quand il n'y a pas de solution concrète, la situation ne va qu'aller en empirant. Voilà, en empirant. Mais, Maître Magali Dossi, la question que j'allais poser, est-ce que vous allez aujourd'hui donner quoi comme conseil? Vous avez critiqué la gestion de Kinshasa depuis Kimbuta jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous proposerez de concret, d'efficace pour que Kinshasa soit justement une ville aussi moderne comme on voit ailleurs? Je pense qu'il faut que le Kinshasa mette en place des politiques publiques par rapport aux réalités de Kinshasa. Vous pensez qu'il n'y en a pas? On ne le sent pas, on ne le voit pas. Si elles existent, soit il faudrait qu'on puisse les appliquer, soit il faudrait qu'on puisse les amender si elles sont appliquées. Parce que sinon, on verrait déjà, on ressentirait les effets de leur application. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, souvent je le fais à travers mes tribunes, quand j'essaie de conscientiser les Kinoises et Kinoises à pouvoir veiller aussi sur la salubrité en posant des gestes concrets, en évitant de jeter les immondices, par exemple, sur la voie publique. Mais plusieurs te répliquent en disant, mais il n'y a pas de poubelle.
Moi, je ne veux pas m'être emballé. Moi, je n'ai pas de véhicule. Toi, tu as un véhicule. Si tu as des immondices, si tu as des choses à jeter, tu vas les garder dans ton véhicule jusqu'à ce que tu vas trouver une poubelle ou jusqu'à ce que tu seras chez toi. Mais moi, je n'ai peut-être pas de sac. Moi, je n'ai peut-être pas un véhicule. Comment je vais faire? À un moment donné, je vais jeter par terre parce qu'il n'y a pas de poubelle. Ce sont ces genres de choses. Il faudrait qu'on puisse aider aussi la population à pouvoir contribuer à la salubrité. Aider aussi la population à pouvoir pratiquer le civisme routier en sanctionnant l'incivisme. Aussi en poussant les autorités qui, eux, ont toujours des cortèges à pouvoir montrer le modèle, être des exemples. Oui. Parce qu'aujourd'hui, souvent les embouteillages sont créés par qui? Un cortège qui vient, qui crée une troisième bande. Tous les autres aussi prennent la troisième bande, paf, il y a un embouteillage. Vous voyez, et il n'y a pas de sanctions. Il faudrait qu'il y ait des sanctions pour que la ville puisse respirer, que la ville puisse vivre normalement. Et donc, je pense qu'il y a des solutions. Que le gouverneur, en arrivant, déjà quand il battait sa campagne, il avait un plan. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui peine, qu'est-ce qui bloque le bloc, lui, à matérialiser ce plan. Parce qu'on est déjà en 2026, on est en mars 2026, on ne voit rien. On ne voit rien. Les bourgmestres, il faudrait aussi donner les moyens aux bourgmestres pour que ces bourgmestres puissent organiser leur commune. Et ça va descendre le bourgmestre, chef de quartier, chef de section, ça va aller comme ça et jusqu'au niveau de la cellule où les responsables vont commencer à s'organiser au niveau des avenues, ils vont commencer à s'organiser pour assurer la propriété. Il y a de la main-d'œuvre. À Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail. Beaucoup. Ça peut être aussi une source d'emploi pour ces jeunes-là qui peuvent commencer aussi à contribuer, à mettre la propriété dans leur quartier, dans leur avenue, moyennant quelque chose. Mais il faudrait qu'ils aient les moyens parce que aujourd'hui, quand vous parlez avec certains bourgmestres, ils vous disent que tous les moyens sont concentrés à l'hôtel de ville et qu'eux n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir, ne serait-ce que lutter contre l'insalubrité, lutter contre la criminalité, à travers même les policiers communément appelés sous-SIAT, qui sont dans différentes communes. Il y a souvent un problème des moyens. Des moyens Oui. qui se posent dans la ville de Kinshasa. On va faire un petit tour, hein. On est en train d'aller vers la fin. Il nous reste pratiquement maximum une bonne dizaine de minutes. Okay. Alors, Maître Magali Dossi, dites-nous un peu par rapport à la problématique de l'Est de la RDC. La dernière fois que je vous ai reçu, on avait qu'une partie, toute petite partie qui était occupée. On avait plus ou moins Bunagana et peut-être les environs qui étaient entre les mains de la FCM 23. Mais aujourd'hui, ils sont allés un peu plus loin. Ouais. Qu'est-ce qu'on dira? Échec depuis lors? Je ne dirais pas échec parce qu'aujourd'hui, la diplomatie du chef de l'État avait été longtemps critiquée, surtout par nos amis de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous voyons les retombées de cette diplomatie. Vous savez, le gouvernement a une obligation de protéger la population. Et ce n'est pas l'obligation que les agresseurs, ces terroristes ont. Eux, ils viennent plutôt pour décimer, créer la terreur au sein de notre pays. Et donc, dans cette optique-là, on veut faire moins de dégâts que possible. On veut épargner plus de vies. Et malheureusement, il y avait aussi, n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a une série d'arrestations au sein de l'armée, même au niveau de plus haut gradé de l'armée. Comme on a toujours eu à le dire, l'armée était, je préfère le dire dans les jeux, je crois qu'aujourd'hui l'armée est peut-être débarrassée de tous ces infiltrés, je l'espère en tout cas, l'armée était très infiltrée. Notre pays était très infiltré. Et comment voulez-vous pouvoir gagner plusieurs batailles ou même gagner la guerre lorsque vous avez des infiltrés au sein même de votre armée qui donnent des informations en temps réel aux ennemis qui leur permettent de gagner du terrain. Mais aujourd'hui, je pense que quand le chef de l'État l'a compris, parce qu'il y a aussi d'autres forces derrière le Rwanda n'était pas seul à soutenir cette guerre. Il y a aussi d'autres forces. Le Rwanda avait des soutiens. Et aujourd'hui, la tendance est en train de se renverser. Et je pense qu'on est en train d'aller, comme a eu à le dire le président Trump. Pour le président Trump, la guerre a déjà pris fin, mais c'est un processus.
Et nous sommes en train d'aller vers ce processus de la pacification totale de la partie est de la RDC. Qu'est-ce qu'il faudra corriger dans ce qui se fait déjà, tout ce qui s'est déjà fait? Est-ce qu'il y a des aspects à corriger dans notre politique dans la gestion de cette partie de question de l'Est? Je pense que s'il y a des choses à corriger, c'est peut-être au niveau des renseignements. Hein, vous savez, si on avait des services de renseignement qui étaient suffisamment peut-être outillés, suffisamment avancés, même ces traîtres auraient déjà été décelés depuis très longtemps. C'est quand même une faiblesse qu'on ait donné l'opportunité à des traîtres d'accéder aux plus hautes fonctions au sein de l'armée et de pouvoir travailler contre notre pays au sein de l'armée. Je pense que c'est vraiment de ce côté-là et d'intensifier les formations aussi. Je pense l'armée a maintenant suffisamment de moyens avec la loi de la programmation militaire pour pouvoir former, équiper l'armée suffisamment. N'oubliez pas aussi que nous avons eu aussi une faiblesse parce qu'à l'époque, il y avait quand même des sanctions. On n'avait pas la possibilité de pouvoir nous armer utilement et ça a été levé, cette interdiction-là. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment, ce n'est pas seulement dans l'armée, mais pour tout le pays, essayer d'éveiller une conscience collective, essayer d'éveiller les gens au patriotisme, parce que ce qui se fait au sein de notre pays, c'est souvent des Congolais de père et de mère qui trahissent notre pays. Souvent. Souvent, ce sont eux qui donnent aussi des informations. Et je donc, pense ce n'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Une personne qui est cupide, qui est avide, qui ne se soucie que de sa petite personne, est prête à sacrifier tout un pays pour ses intérêts. Et ce sont des choses qu'il faudrait combattre. Il faudrait réapprendre aux Congolais, déjà dès le bas âge, à aimer leur pays, à se battre pour leur pays, à défendre leur pays, à prioriser leur pays. Je pense que si on intègre cette notion-là, ça va être très bénéfique pour la RDC. L'opposition propose plutôt un dialogue dit inclusif, sous la médiation des pères de l'Église catholique. Pensez-vous que ça peut aller avec ce format-là? Je suis d'abord contre cette médiation des pères de l'Église catholique parce que apparemment, ils ne sont plus au milieu du village comme ils devraient l'être par rapport à certaines de leurs sorties médiatiques, certaines de leurs démarches qui sont contestées, qui ne sont pas très claires, certaines de leurs positions. Ce sont des serviteurs de Dieu, on va dire. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais ce sont aussi des humains. Ce ne sont pas des êtres surnaturels, ce sont des êtres humains. Et nous regardons, nous voyons que des fois leurs prises de position ne sont pas des prises de position des personnes qui sont au milieu du village ou même qui posent des actions dans l'intérêt de la République. Parce que nous ne demandons pas qu'ils posent des actions dans l'intérêt d'un régime. Non, parce que s'ils doivent être au milieu du village, ils doivent réellement se battre pour l'intérêt de la RDC. Pour se battre pour l'intérêt de la RDC, il faut déjà dénoncer clairement disant les choses telles qu'elles doivent être. Condamner la RDC. Vous savez, moi, j'avais suivi la sortie médiatique de l'abbé Chollet. La journaliste lui posait la question de savoir par rapport aux tueries qui se faisaient. Et sa position m'a choquée. Il disait, dans l'armée congolaise, il y a des gens qui meurent, la population meurt, mais aussi là-bas. Il a commencé, pour moi, c'était comme s'il était en train de défendre même les agresseurs. Et il était en train, comme si de les défendre, on dirait qu'on devait les laisser vivre, les laisser en vie, alors qu'ils sont des agresseurs. Et la population paye le prix lourd. Et le gouvernement, via l'armée, a l'obligation de protéger la population et de protéger notre intégrité nationale. Et donc, ceux qui meurent de l'autre côté, ce sont des terroristes qui viennent agresser un pays. Et donc, s'ils meurent, c'est parce qu'ils sont venus agresser un pays. Mais nos militaires qui meurent et notre population qui meurt n'ont rien fait, n'ont pas cherché, ne sont pas allés violer l'intégrité nationale d'un pays. Et de tels propos, ce sont des propos qui fâchent. Ce sont des propos qui n'unissent pas. Ce sont des propos qui créent une certaine scission. Vous voyez? Donc moi, je pense que je suis pour
le dialogue, les dialogues entre Congolais. Pour moi, je pense même à un autre format de dialogue. Je pense plutôt à un format genre conférence nationale bis, où les Congolais et Congolaises viendront s'exprimer pour construire la RDC. Et la conférence Parce nationale... qu'on ne peut pas aller toujours utiliser la même formule de dialogue. Vous allez au dialogue. Sous Mobutu, oui. La conférence nationale a été pilotée par Monseigneur Monsengo, Oui. qui est un père catholique. Oui. Sous Kabila, la conférence de la Saint-Sylvestre, c'est toujours Monsengo et tous les pères de l'Église catholique. Hier, ils étaient bons, aujourd'hui, ils deviennent tout à coup mauvais. Moi, je pense qu'il faut plutôt voir les résultats que ce soit des conférences, que ce soit des dialogues. La crise persiste. Et vous ne pouvez pas utiliser la même formule et vous attendre à d'autres résultats. Vous aurez toujours les mêmes résultats. Formule de dialogue où on se retrouve, on parle, on se partage les postes. Et puis après, il y a une partie de ceux qui ne vont pas se retrouver dans le partage de postes, qui seront frustrés, qui iront encore prendre des armes. Je pense qu'il faut régler dans cette conférence nationale souveraine bis que moi je propose, régler les problèmes profonds de la RDC. Permettre à toutes les couches, toutes les catégories, politiciens, je ne sais pas, fonctionnaires, maraîchères, toutes les parties de la RDC, de la population, s'exprimer et qu'on puisse régler les problèmes internes de la RDC. Et je suis pour le dialogue ou pour la conférence nationale, comme je viens de le dire, mais il faudrait que ceux qui ont eu à tuer, à violer, à piller, puissent répondre de leurs actes. Il ne faudrait pas que ça soit une sorte de blanchiment, on va venir blanchir ceux qui ont pourtant blessé ce pays, ceux qui ont tué cette population. Il faudrait pour qu'il y ait cicatrisation, pour qu'il y ait réparation, qu'il y ait aussi que la justice soit faite. Et la justice soit faite. Mais peut-être pour finir, Maître Magalid aussi, qu'est-ce que nous devons retenir de cette émission? Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la Constitution avant de comprendre cette question-là. Un tout petit peu. Vous, quel est votre avis? On a suivi le professeur Bahati dire problème de texte, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Ouais. On a suivi le professeur Bouchard qui parle d'une condition, la condition peut être changée à partir de 17 ans déjà. Beaucoup d'avis des professeurs. Mbata, qui apparemment est en train de battre campagne pour ce changement-là. Quel avis de votre parti? Moi, je pense plutôt que la question qui devait être posée, c'était celle de connaître la motivation liée à ce changement ou au non-changement de la Constitution. Qu'est-ce qui motive ce changement? Est-ce que ce changement est motivé dans l'intérêt supérieur de la population? Nous disons oui. Oui. Parce que nous disons oui si la motivation qui est derrière, c'est le bien-être de la population. Parce que les textes sont rédigés, pourquoi? Dans l'intérêt de la population, pour régir un pays dans l'intérêt de sa population. Certes, cette constitution a été élaborée à une période donnée, avec des réalités qui ont évolué. Il est vrai qu'il faudrait qu'on puisse avoir une constitution qui tienne compte des réalités actuelles, mais j'aimerais aussi faire comprendre, surtout à nos amis de l'opposition et même à la population qui peut-être ne comprend pas, que le chef de l'État a toujours manifesté l'intérêt d'aider la population, de simplifier, de soulager la population. Si cette modification ou ces changements n'étaient que pour une personne, comme nos amis de l'opposition tentent à le faire croire que c'est parce que le président veut s'accrocher au pouvoir, veut toucher aux 220, veut toucher aux 220. C'est clair que la DCI serait contre. Mais si c'est dans l'intérêt, et comme c'est dans l'intérêt de la population, la DCI ne peut être que partante. Donc si c'est pour toucher au mandat, au nombre de mandats, vous allez vous opposer. Mais si ce n'est que, il y a une nuance, si ce n'est que pour toucher au nombre du mandat, la DCI est contre, ça c'est clair. Mais si c'est dans l'intérêt de la population, pour améliorer les conditions de vie de la population, pour simplifier la vie de la population, la DCI est pour. Vous répondez quoi, professeur Bahati? Texte ou homme? Je pense que les textes sont faits pour diriger les hommes. Et ce sont les hommes qui appliquent les textes. Oui. Donc, sans les hommes,
les textes ne servent à rien. Donc il a raison. En disant qu'il y a un problème d'hommes Pas de en texte. RDC. Il n'y a pas un problème de texte. Mm. Je pense que je vous ai répondu tout au long de ma réponse en disant que les réalités ont évolué. Lorsque cette constitution avait été rédigée, il y avait certaines réalités qui prévalaient, qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des textes qui répondent aux réalités et aux besoins des Congolais et Congolaises. Ça ne sert à rien de garder un texte qui est en déphasage avec les réalités que c'est le cas aujourd'hui. Notre pays. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Il y a un déphasage. Il y a un déphasage. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait que réellement qu'on puisse comprendre que la motivation qui est derrière, que ce soit la modification, que ce soit la révision, parce que la révision est dans les compétences du chef de l'État, de solliciter une révision. Tout cela est fait, si tout cela est fait dans l'intérêt de la population. D'accord. La RDC se range on retient quoi? Mais n'oubliez pas, déjà, cette question, parce que la DCU l'a dit tout le long de cette émission, nous nous rangeons aux côtés et derrière le chef de l'État. Nous ne pouvons que soutenir les actions du chef de l'État. Donc nous soutenons la position du chef de l'État. Sous le changement ou la révision constitutionnelle. Tout à fait. Maître Magali Dossi, c'en est fini pour cette émission. Merci beaucoup. On a beaucoup aimé votre passage, votre venue et beaucoup de reports, mais finalement, vous êtes là. Et c'est au mois de mars, au mois de la femme. On retient quoi de votre passage? D'abord, je vous remercie encore une fois pour l'émission. On retient que ce mois de femmes, c'est un mois qui est, pour moi, qui n'est pas seulement dédié à la femme, mais il est aussi dédié aux hommes, aux femmes comme aux hommes, parce qu'il y a des hommes qui croient aux compétences des femmes. Les hommes sont des partenaires privilégiés dans cette lutte que nous menons de la promotion des droits de la femme. Sans les hommes, je pense qu'il serait difficile d'arriver même aujourd'hui là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la promotion des femmes à des postes décisionnels, c'est l'œuvre d'un homme, du président de la République, qui est un homme genré, qui a été même nommé champion de la masculinité positive. Il y a beaucoup d'hommes qui croient en la femme, beaucoup d'hommes qui donnent à la femme la chance de briller. Et donc il faudrait que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que nous puissions repenser autrement. Que nous puissions repenser plutôt à une sorte de partenariat qui existe entre hommes et femmes. Parce que notre allié de tout le temps, c'est l'homme. Et c'est grâce aux hommes aujourd'hui que les femmes prennent de plus en plus le courage aussi de se mettre au devant. Aujourd'hui, je suis présidente nationale à d'un parti, c'est parce que c'est un homme qui a cru en moi et qui a placé sa confiance en moi pour que je sois à ce poste. Et donc, j'aimerais encourager et les hommes et les femmes à continuer à fournir des efforts pour que vraiment que la parité puisse devenir une réalité. Parce qu'aujourd'hui, la parité n'est pas encore une réalité. Parce que quand nous le regardons, que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans les entreprises privées, il y a encore beaucoup plus d'hommes qui occupent des postes décisionnels par rapport aux femmes. Il faudrait que hommes et femmes, nous puissions nous tenir main dans la main pour que cela devienne une réalité, pour que la parité se matérialise en RDC. C'était Maître Magali Dossi, présidente nationale intérimaire de la Dynamique Congo Unie, le parti initié par Vidier Chimanga, ancien conseiller du président de la République. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, surtout ce 12 mars. Ça sera marqué dans l'histoire de cette chaîne, qu'on a reçu une dame que vous êtes. Merci beaucoup, Maître Magali. Merci aussi à vous qui nous suivez à travers la République démocratique du Congo. On espère que vous avez aimé cette émission. Une dame, enfin. Au revoir.